C'est bon? Donc, je vous souhaite la bienvenue. Moi, c'est Céline Bouffard. Je suis animatrice du volet proche aidant de la communauté de pratique aînée. Aujourd'hui, on vous offre un webinaire qui est en collaboration avec le CREJES. J'aimerais ça le souligner parce qu'on va en avoir quelques-uns dans l'année. Juste quelques mots au niveau du CREJES. Dans le fond, le centre d'expertise, le centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale réunit des chercheurs, des praticiens-chercheurs, des étudiants, des collaborateurs, des milieux de pratique pour la recherche et le développement d'expertise autour des aspects sociaux du vieillissement. Donc, c'est un peu leur mission. Aujourd'hui, on a comme la chance d'avoir ce qui vous fait tout déplacer en si grand nombre, là, 152 personnes, j'ai rarement vu ça. C'est notre conférencière, Madame Sophie Etier. Et je dois avouer que, Madame Etier, il faut que je lise votre biographie parce que là, j'ai besoin de quelques repères visuels. Donc, parce que Madame Etier a quand même un long parcours, là, une longue feuille de recherche là, devant elle. Madame Etier est docteur en gérontologie et professeure titulaire de l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Elle est chercheuse au CREJES et dans 4 autres centres, instituts et réseaux de recherche au Québec. Elle est auteure d'une trentaine de publications scientifiques et d'un livre dans le domaine de la proche aidance gérontologique. Elle a également co-organisé les 2 colloques à l'ACFAS sur la proche aidance qui a eu lieu en 2019, puis un autre là, que vous allez peut-être assister là, au mois de mai 2020 dans quelques jours. Ces recherches portent actuellement sur la maltraitance envers les proches aidants et sur la responsabilité morale qui incombe aux proches aidants dans leur rôle d'accompagnement. Aujourd'hui, elle vient nous présenter les résultats de ses travaux sur la maltraitance envers les proches aidants. Cette première recherche-action menée au Québec sur le sujet a permis de mettre en lumière sa provenance et a conduit au développement d'une boîte à outils contenant notamment une affiche. La conférence vise à présenter l'affiche comme moyen de sensibiliser à ce phénomène. Donc, je vous rappelle le nom de la conférencière, Sophie Etier. La formule qu'on va avoir pour vous aujourd'hui, c'est un 40-45 minutes de présentation avec Madame Etier et plus ou moins 15 minutes de questions. Donc, c'est là que vous allez pouvoir soit nous partager vos questions là, via le clavardage ou de vive voix. Donc, voilà. Je vous laisse au beau soin de Madame Etier. Donc, je vais vous présenter effectivement là, les résultats de mon projet de recherche. Je vais vous présenter la fiche, mais avant de vous présenter l'outil qui est la fiche qu'on a créée dans le cadre de ce projet, il faut quand même que je passe par les résultats un peu de l'étude pour vous montrer d'où viennent en fait ces résultats-là et cette affiche-là, pourquoi elle est conçue de cette façon-là. Donc, je vais devoir faire un détour un peu sur les résultats de l'étude avant. Je vais quand même passer rapidement là, pour me consacrer comme tel là, à la fiche. Donc, simplement mentionner que c'est une étude qui est financée dans le cadre là, du programme CADA, Québec Amis des aînés, du ministère de la Santé et des Services sociaux. Bon, parce qu'il était au début au ministère de la Santé, ensuite au ministère secrétariat de la Famille. Bref, ils ont changé de place, mais bref, retenez que c'est le projet CADA qui finance cette étude. Je n'ai pas travaillé toute seule, donc c'est une équipe de recherche. C'est une recherche en partenariat avec le RANC, donc le regroupement des aidants naturels du Québec. Donc, avec quelques représentantes, on a ici 3 personnes, donc Mélanie Pérou, France Boisclair et Marie-Claude Gay, qui sont les collègues là, du côté du RANC. Et on a aussi évidemment une équipe de recherche, donc je suis la chercheure principale et la représentante cet après-midi, mais on a toute une équipe là, derrière. Donc, je vais vous présenter rapidement les objectifs de la recherche, ensuite un peu la méthodologie, essentiellement par la suite les résultats de la recension d'écrits et de la collecte de données pour arriver en fait à la fiche, donc qui est l'objet principal là, de la présentation. Donc, au départ, nos objectifs spécifiques consistaient donc à approfondir les connaissances théoriques et empiriques sur la maltraitance envers les proches aidants. On a beaucoup d'informations sur la maltraitance envers les aînés. Et dans ce contexte-là, les proches aidants sont souvent ciblés comme étant les personnes qui font la maltraitance ou qui sont les personnes maltraitantes et on a très peu envisagé les proches aidants comme éventuelles personnes maltraitées. Donc, cette étude visait à approfondir les connaissances dans ce sens-là. On va aussi élaborer des pistes de recommandations pour prévenir ce phénomène et promouvoir la bientraitance envers les proches aidants.
et ensuite concevoir un outil d'animation, donc qui s'adresse aux proches aidants et utile dans l'intervention. Donc, ce que je vais vous présenter en deuxième partie. Donc, on a fait d'abord une recension des écrits qui a regroupé 53 études. Ensuite, on a fait des entrevues individuelles avec des proches aidants qui sont victimes de maltraitance, donc 15 proches aidants. On a fait des groupes de discussion avec des proches aidants, donc 95 au total. On a été dans 10 régions du Québec. On a également fait des groupes de discussion avec des intervenants, donc 43 intervenants, la majorité des intervenants du réseau communautaire. Et ensuite, on a fait 3 forums régionaux qui ont constitué des consultations qui nous ont permis de valider en fait ce qu'on avait recueilli depuis le début et valider les outils qu'on a développés suite à la collecte de données. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, ça va très bien. Merci, Mme Etier. Et donc, le débit, ça va aussi? Oui, vraiment, merci. Parfait. Donc, juste pour m'assurer, pour ne pas me faire dire à la fin, on n'a rien compris. Donc, on va s'assurer dès le départ que tout va bien. Donc, au niveau de la recension des écrits, c'était assez complexe, en fait, à faire parce que dans les écrits, on ne traite pas vraiment du phénomène de la maltraitance envers les proches aidants, directement comme ça. Donc, le terme maltraitance envers les proches aidants est bien sûr très peu utilisé. Donc, on va beaucoup plus parler d'agressivité, de mauvais traitement, d'abus, de violence envers les proches aidants. Donc, on avait la difficulté à trouver des études qui abordent de front le problème de la maltraitance parce que parfois même c'était secondaire dans l'étude. Et en fait, on a pu répertorier au final 53 études. On s'est rendu compte que la majorité d'entre elles n'ont pas de définition comme telle de la maltraitance. Et quand ils utilisent des définitions, c'est soit la définition de l'OMS, qui est la définition de la maltraitance envers les aînés, qui applique en fait aux proches aidants, ou bien ils utilisent un type de maltraitance. Par exemple, ils vont faire une étude sur la violence verbale dont sont l'objet les proches aidants qui prennent soin d'une personne atteinte de troubles psychotiques, par exemple. Et donc, les études étaient très diversifiées dans ce sens-là. Et donc, à retenir que peu d'études ont vraiment défini la maltraitance envers les proches aidants, donc bien spécifier cette maltraitance-là. Il est sorti de cette recension, en fait, 4 profils d'aidés qui sont maltraitants envers leurs proches aidants. Il y a eu des informations sur la maltraitance organisationnelle, institutionnelle, très peu de l'entourage, mais souvent ces maltraitances sont perçues comme étant un peu secondaires ou comme des facteurs de risque. Donc, vraiment, ce qui ressortait dans les études, c'est vraiment que la maltraitance envers les proches aidants provient essentiellement des personnes aidées. Et avec 4 profils qui se sont clairement dessinés. Premièrement, les personnes maltraitantes envers le proche aidant seraient les petits-enfants, adolescents ou adultes, ou les enfants adultes, c'est-à-dire les petits-enfants adolescents ou les enfants adultes qui ont des problèmes de dépendance de toutes sortes, des troubles de comportement ou des troubles psychiatriques. L'autre profil d'aidés maltraitants serait des conjoints ou des parents qui sont atteints de troubles cognitifs. On a donc évidemment dans ces deux profils, ces 2 premiers profils d'aidés maltraitants, souvent la maltraitance est involontaire ou non intentionnelle. Hein. On se comprend que quelqu'un qui a des troubles cognitifs ou des troubles psychiatriques peut ne pas être tout à fait conscient des gestes de maltraitance qu'il peut poser envers son proche aidant. Mais pour l'aidant, c'est quand même perçu comme de la maltraitance, même si l'aidé ne l'a pas fait de façon volontaire. Donc, c'est 2 profils d'aidés maltraitants. Et on avait 2 autres profils, donc les conjoints qui ont exercé de la violence conjugale dans le passé, une violence conjugale qui soit se poursuit une fois que l'aidé devient aidé et qu'il a besoin du proche aidant, ou une violence conjugale qui avait cessé, mais qui revient en fait, qui se réactive au moment de la relation aidant-aidé. Et on a aussi je sais juste enlever la petite image qui est devant mon écran, je ne vois pas. Bon. On avait aussi le 4e profil d'aidés maltraitants, donc des parents ayant exercé de la maltraitance auprès de leurs enfants et dans l'enfance. Et donc, une fois que le parent
maltraitant envers son enfant, bon, les deux ont vieilli et le parent en question devient un aidé et son enfant qui a été maltraité s'en occupe et la maltraitance revient. Donc, le parent continue d'exercer de la maltraitance comme il le faisait autrefois là, quand son enfant était plus jeune. Donc, ça, c'est les 4 profils d'aidés maltraitants qui sont ressortis. Et souvent, on cherche des chiffres là, quand on fait des recensions d'écrits et on ne peut pas conclure en fait rien avec les chiffres parce que selon les études, on nous dit qu'entre 6 et 81% des aidés auraient eu des comportements de maltraitance envers son proche aidant. Donc, que ce soit de la maltraitance physique, psychologique, verbale, de l'intimidation, donc de violence sexuelle également, donc qui sont présents. Mais quand on a des chiffres comme 6 à 81%, finalement, on n'a rien parce qu'on ne peut pas conclure rien de ces chiffres-là. On ne peut pas additionner les études ensemble, on ne peut pas les comparer parce qu'ils s'adressent à des clientèles très différentes. Par contre, on a quelques pistes de réflexion qu'on peut ressortir là, de l'étude. Donc, on doit reconnaître le risque de maltraitance. Donc, être proche aidant implique un certain nombre de risques, dont celui d'être maltraité. Donc, il faut admettre ça pour pouvoir faire de l'intervention. Autre chose, il est essentiel de redéfinir la maltraitance pour tenir compte de la réalité des proches aidants, qui est très peu pris en compte dans la définition actuelle qu'on a de maltraitance. Autre chose à réfléchir, c'est qu'il est possible d'intervenir sur certaines causes de la maltraitance. Donc, quand ça en lien avec la relation aidant-aidé, la mauvaise information sur la maladie, ou etc. Donc, on peut travailler là-dessus. Il faut tenir compte des caractéristiques des personnes maltraitantes pour essayer de mieux comprendre comment arrive cette maltraitance-là envers le proche aidant, mais aussi des relations et des interactions qu'il y a entre le proche aidant et son aidé. Et il faut également tenir compte du contexte familial et environnemental plus large, parce que parfois, les causes se situent ailleurs. Il faut mettre aussi en place donc des mesures réelles de soutien et d'intervention psychosociale parce que ça existe, la maltraitance envers les proches aidants, et donc il faut intervenir là-dessus. Et il faut réfléchir également au lien entre la maltraitance qui provient de la diade aidant-aidé, ce qu'on a beaucoup vu dans la littérature, mais celle qui provient de l'entourage et des institutions qui est peu abordée. Donc, dans notre collecte de données, nous, on a fait ressortir en fait que la maltraitance envers les proches aidants provient des institutions, de l'entourage. C'est ce qui est ressorti en premier dans nos groupes de discussion. Donc, et ensuite, l'aidé venait en 3e plan si on voulait quantifier là, les informations qu'on avait. Et on a aussi la maltraitance de l'aidant provient également de l'aidant lui-même. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et je reviens sur chacun d'entre eux un petit peu plus loin. Donc, en fait, ces 4 provenances de maltraitance, donc les institutions, l'entourage, la personne aidée et le proche aidant, tous ensemble, en fait, on a pu ramener ensemble, catégoriser toutes les formes de maltraitance ou les types de maltraitance qu'on a identifiés en 7 manifestations différentes. Donc, peu importe si ça vient de l'institution, de l'aidé, de l'entourage ou de l'aidant lui-même, on voit qu'il y a une imposition du rôle de proche aidant ou la surresponsabilisation dans ce rôle-là, et donc qui est perçu comme de la maltraitance. On a le jugement sur les façons de faire du proche aidant, donc que ce soit les institutions ou la personne aidée ou même le proche aidant lui-même. Il y a beaucoup de jugement à l'égard de ce qui est posé là, comme action ou des décisions qui sont prises par l'aidant. On a une normalisation du rôle de proche aidant. On prend pour acquis le proche aidant, c'est normal qu'il fasse tout ce qu'il fait. Et on normalise également, pas seulement son rôle de proche aidant, mais aussi la maltraitance qu'il vit dans l'exercice de ce rôle-là. Un autre aspect, une autre manifestation de la maltraitance envers le proche aidant est donc la dénégation de son expertise et de sa contribution sociale et familiale en étant proche aidant, donc tout ce que ça apporte au plan de la famille, de la société. Donc, on nie cette contribution sociale importante-là et on ne tient pas compte de l'expertise des proches aidants. Dénégation également, on nie les besoins des proches aidants, que ce soit des besoins de soutien psychologique, que ce soit des besoins en termes matériels. Aussi, on a une utilisation de violences psychologiques, physiques ou sexuelles envers le proche aidant. Et étrangement, bon, évidemment, la violence sexuelle ne vient pas des institutions, ne vient pas du proche aidant lui-même.
Mais par exemple, la violence psychologique et la violence physique provient de toutes ces personnes-là et donc même des institutions, et je vous en reparlerai un petit peu plus loin. Et on a également, comme dernière manifestation, une contribution à l'appauvrissement du proche aidant. Donc, que ce soit les institutions, les personnes aidées ou même l'entourage, donc vont contribuer, et je vous apporte des exemples tout de suite dans les diapos suivantes. Par exemple, au niveau de l'institution, donc quelques petits exemples en vrac, évidemment, il y en a beaucoup plus que ça. Donc, ne pas transmettre ou retenir l'information aux proches aidants, ne pas soutenir les proches aidants ou les laisser s'épuiser, prioriser les volontés de l'aider au détriment des besoins du proche aidant. Par exemple, lorsqu'un aidé refuse des services de soutien à domicile, par exemple. Donc, comme l'aidé refuse, bien, on priorise le refus de l'aider, même si l'aidant en aurait besoin. Reconnaître le fardeau des proches aidants, mais sans leur offrir le soutien concret en conséquence. Porter des jugements négatifs à l'égard des actions posées par les proches aidants ou à l'égard des décisions qu'ils ont prises. Pathologiser les difficultés liées au rôle de proche aidant. Donc ici, on parle par exemple d'un proche aidant qui, dans l'exercice de son rôle, a donc des problèmes qui fait qu'il est déprimé ou il est épuisé. Plutôt que d'adresser ce problème-là comme étant de la maltraitance envers lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une médication. Donc, vous êtes déprimé, on va vous donner un antidépresseur, vous êtes épuisé, on va vous donner des somnifères pour dormir. Sauf que tout ça provient d'une maltraitance qui est non dite, non compris, non perçue. Et dans le fond, on va médicamenter un proche aidant plutôt que de régler le problème, ou en tout cas au moins de l'admettre. Donc, je vous donne un exemple ici très parlant. J'étais vraiment paralysée dans l'impossibilité de me mouvoir, même dans mon lit. Et quand j'ai demandé de l'aide au CLSC, croyez-le ou non, on m'a fait comme réponse, mais vous êtes l'aidante, on ne peut pas vous aider. Il faudrait que j'ouvre un autre dossier. Il est venu une intervenante à la maison pour aider mon mari. Moi, je suis dans le lit, elle ne m'a pas aidée, elle ne m'a pas donné à manger. Ça fait 2 jours que je n'avais pas mangé. Elle m'a dit, appelez aux gens coutus, faites-vous venir quelque chose à manger. Je ne pouvais même pas me lever pour téléphoner. Je pense que cet exemple-là parle de lui-même. Je n'ai rien à ajouter sur ça. L'entourage aussi va maltraiter le proche aidant, donc ne pas laisser le choix d'accepter ce rôle, isoler le proche aidant, pas reconnaître ni le soutenir, se désengager des soins envers l'aidé, donc laisser l'aidant finalement faire toute la job tout seul. Tolérer ou être indifférent face au comportement maltraitant de l'aidé, souvent parce qu'on justifie la maltraitance en disant ben, il y a la maladie d'Alzheimer ou il est malade, il est schizophrène, il ne sait pas exactement ce qu'il fait ou ce qu'il dit. Donc, on tolère ces comportements-là face à l'aidant en justifiant par la maladie de l'aidé. Tenir des propos violents vers le proche aidant ou le dénigrer, laisser le proche aidant assumer les frais liés aux soins. Donc, encore quelques petits exemples. Les autres, peut-être pas. Ça critique tout ce que tu fais, il t'abaisse, ça devient pénible. De quoi tu te plains? Il a l'air bien. Parfois, on minimise notre rôle, donc ils ne pensent pas qu'on pourrait avoir besoin d'aide, ou si on le demande, ils ne voient pas l'utilité. Ou ils disent, t'es donc bien bonne, moi je ne serais pas capable. Ça veut dire, demande-moi pas de t'aider. Et donc, la maltraitance provenant de la personne aidée, ça c'est des choses qu'on avait beaucoup vues dans la littérature. Donc, frapper, brusquer, pincer le proche aidant ou l'obliger à des rapports sexuels. Mettre de la pression pour exercer le rôle, tenir des propos violents, intimider, refuser des soins ou des services, refuser de rembourser pour les frais occasionnés par le rôle. Donc, peu importe ce qu'on fait, c'est un gouffre sans fond et ce qu'on fait n'est jamais correct. Moi, mon expérience, c'est le dénigrement. Je suis la seule à m'occuper de ma mère. Pour moi, c'est une forme de violence chaque semaine de me faire dire « tu es pas mal grosse, il faudrait bien que tu te prennes en main, tes dents sont bien croches, tu n'as pas beaucoup de cheveux sur la tête, on voit ton crâne. » Ça fait 40 ans que je m'occupe d'elle. Je suis là à aider quelqu'un qui me rabaisse, qui n'est pas capable de me dire merci. Donc, des exemples de maltraitance provenant de l'aider. Donc, ça fait, il reste le proche aidant, donc s'épuiser à assumer son rôle, donc aller au-delà de ses propres limites. Donc, c'est une façon pour le proche aidant de s'auto-maltraiter. Excuser les comportements de l'aider, ah, c'est pas grave, il est malade, c'est pas de sa faute. Maintenir un schéma d'exigence élevé envers soi-même, donc toujours en faire plus, toujours le faire mieux. Le proche aidant a toujours l'impression qu'il n'en fait pas assez ou qu'il aurait pu faire différemment. Donc, il se sent coupable et incompétent, avoir l'impression de ne pas en faire assez ou donc de mettre ses propres besoins en veilleuse.
On est maltraitant envers nous-mêmes. On ne prend pas soin de nous puis de nos finances. On s'abandonne. On n'a plus de vie, plus de linge. Je n'ai pas le droit d'aller chez la coiffeuse parce que si j'ai besoin du 20$ pour aller à l'hôpital en pleine nuit. Alors, même si je suis fatiguée, je vais faire un détour, mettre de l'essence au cas où. On se met dans des conditions extrêmes. On ne prend pas soin de nous, fait qu'on se maltraite nous-mêmes. Et un autre exemple, des fois, l'aidante est gentille, mais des fois, elle a son voyage. Évidemment, l'aidante ici parle d'elle-même à la troisième personne. Là. Elle a perdu 20 livres, elle ne fait pas grand-chose pour elle dans une journée. Il faut s'aimer assez. On n'a pas appris ça quand on était jeune. C'est notre génération. Donc, en fait, on a compris que rapidement qu'avec ces 3 sources de provenance de la maltraitance, ces 3 sources de maltraitance, il fallait pouvoir intervenir à tous les niveaux pour être capable de contrer ce phénomène-là, donc au niveau du proche aidant, mais aussi de l'entourage, des institutions, des politiques sociales et évidemment de la société plus large, parce qu'on a fait beaucoup de liens entre le fait qu'on ne reconnaisse pas socialement le rôle de proche aidant et la maltraitance dont ils sont victimes. Donc, le fameux outil qu'on propose, que je vais vous présenter, et donc, en fait, on va proposer un coffre à outils. Donc, le coffre à outils va inclure une affiche, un guide d'animation qui va avec l'affiche pour vraiment, pour faire de l'intervention avec l'affiche. Ce n'est pas une affiche qui peut vivre en soi, qu'on peut mettre dans l'autobus là, ou dans un endroit public et les gens passent devant et ils comprennent le message. C'est vraiment une affiche avec laquelle on doit travailler, donc qui demande là, une intervention avec un guide d'animation. Il y aura avec cette affiche des dépliants qui accompagnent, des dépliants qui sont pour les proches aidants, pour l'entourage et pour les professionnels, donc 3 dépliants différents. On aura des présentations PowerPoint narrées qui vont permettre d'accompagner les intervenants qui voudront utiliser notre coffre à outils. Et il y aura des présentations PowerPoint que les gens pourront annexer à leur propre présentation lors de conférences ou de formations à leur personnel, par exemple. Donc, juste ajouter quelques diapos, mettons, pour aborder le sujet de la maltraitance envers les proches aidants là, dans quelque chose qu'ils font déjà. Ça, c'est la fiche qu'on a conçue. Je vous laisse quelques secondes là, pour la regarder, mais je vais reprendre chacun des petits morceaux de la fiche pour vous expliquer en fait l'idée qu'on a derrière cette affiche-là. Et en fait, on voit globalement qu'on a comme un parcours. Là, le grand chemin blanc au milieu, c'est le parcours des proches aidants. Un parcours un peu tracé, tout tracé, que les proches aidants empruntent, mais on voit qu'il y a des petits chemins de traverse, donc il y en a qui arrivent par d'autres chemins. Donc, on voit 7 proches aidants avec des petits dossards. C'est peut-être petit là, sur vos écrans. Évidemment, la fiche va être plus grande. Les 7 proches aidants sont numérotés avec des petits dossards de 1 à 7. On voit aussi quelques aidés. On voit des membres de l'entourage. On voit des intervenants. On voit de la maltraitance et de la bientraitance là-dedans. Et on voit, bon, le message, le titre, donc la bientraitance des proches aidants, une responsabilité partagée. Donc, c'est important de lancer le message de bientraitance et non pas de maltraitance et de dire que la bientraitance, pour que ça puisse, que ça existe, il faut le partager. Tout le monde doit s'impliquer là-dedans. Et vous voyez en bas de la fiche, il y a aussi des ressources d'aide, des lignes téléphoniques à appeler en cas de besoin si on est un proche aidant maltraité. Donc, je reviens sur chacun des petits bonhommes là, qui sont dans la fiche. Donc, au niveau des proches aidants, on en avait 7. On a une ici donc, qui essaye d'entrer sur le parcours, elle était sur le chemin de traverse. Donc, elle reçoit trop d'informations. Son sac est plein, ça déborde. Elle est pressée, elle est fatiguée, elle transpire. Donc, il y a un trou devant elle aussi, donc elle ne semble pas voir. Donc, elle semble se diriger directement dans le trou. En tout cas, si elle ne saute pas par-dessus quand elle va être rendue à son prochain pas, qu'on ne voit pas ici. L'idée, je voulais vous dire aussi au début, l'idée de la fiche, en fait, c'est que nous, on a présenté des situations et chaque situation, je vous explique un peu qu'est-ce qu'on a en tête, nous, quand on l'a présenté, mais en même temps, chaque situation peut être discutée longuement là, parce que c'est fait d'une façon qu'on peut voir beaucoup de messages différents dans chacun des petits bonhommes. Là. Donc, ça peut être autre chose et la discussion peut s'entamer à d'autres niveaux aussi. C'est juste des exemples de ce que nous, on a pensé, mais il y a plein de discussions qui se font autour de chacun des personnages. Donc ici, notre personnage 2, il semble étonné, il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là, où il va. Il est comme à contresens, on dirait qu'il va à l'envers du parcours qui, logiquement, devrait aller vers le haut, mais en fait, lui, il est comme à l'envers. Il y a des affiches derrière lui qui indiquent CIUS 6, CLSC, CHSLD,
qui vont toutes dans des directions différentes, tous des acronymes peut-être qu'il ne connaît pas, donc il a l'air un peu confus. Il se questionne, donc il ne sait pas trop ce qui lui arrive. Est-ce que c'est un proche aidant qui est depuis peu proche aidant, un nouveau proche aidant? Est-ce que c'est un proche aidant qui est arrivé proche aidant d'un coup? Tu sais, quelqu'un qui a un accident du jour au lendemain, donc tu sais, 1 heure avant, il n'était pas proche aidant, il devient proche aidant, donc ça peut être une situation comme celle-là. Ici, on a notre proche aidante numéro 3, génération sandwich. Donc, elle a un enfant dont elle s'occupe, elle a sa mère, elle travaille en même temps. On voit aussi qu'elle se dirige là, vers un cul-de-sac. Donc, dans cette difficile conciliation travail-proche aidance, famille-travail proche aidance. On a notre aidante numéro 4 qu'on ne voit pas très bien ici, mais en fait, on a les professionnels qui discutent avec l'aidé et l'aidante est comme à l'écart, donc on ne tient pas compte d'elle, on ne tient pas compte de son expertise là, dans la discussion. Ici, on a 2 proches aidants, en fait, 5 et 6. On ne sait pas trop qui est le proche aidant dans les 2. Des fois, on le voit dans les couples âgés. Parfois, c'est l'un, parfois, c'est l'autre, à tour de rôle, plus ou moins. Donc, monsieur ici a l'air fâché, donc il pointe sa canne. On voit, il y a une petite bulle, on ne voit pas très bien, mais il dit toutes sortes d'affaires mais qui ont l'air méchantes. Là. Donc, on ne sait pas, il a l'air fâché contre qui, contre la proche aidante, contre le système, contre on ne sait pas quoi. Madame, elle ne semble pas prendre soin d'elle. On voit les vêtements un peu débraillés, les cheveux un peu ébouriffés. Donc, ça pourrait aussi être donc, un des 2 aidants à tour de rôle, mais ça peut aussi être un couple de proches aidants qui s'occupe d'un enfant qui est adulte, qui est malade ou handicapé, par exemple. Donc, ils sont dans une situation difficile parce qu'ils sont aînés et qu'ils doivent prendre soin d'un enfant. Et enfin, notre proche aidant numéro 7, donc lui, c'est un jeune proche aidant. L'aidée semble coopérative. Et ce qu'on ne voit pas ici, mais on voit quand on a l'image au complet, qu'il se dirige aussi vers un obstacle qu'ils peuvent contourner s'ils le voient et s'ils le prévoient. Et sinon, arriver dedans, c'est des branches d'arbres qui vont être devant le fauteuil roulant. On a aussi des intervenants, donc notre intervenante de tantôt qui donne beaucoup d'informations. On a les intervenants sur une table qui sont ici très supportants, au contraire, donc qui offrent de l'eau pendant le parcours, donc pour soutenir les proches aidants dans leur parcours. Et on a les intervenants de tantôt là, qui discutent avec l'aidé. On a également l'entourage. Donc, un entourage qui est assis sur un banc qui semble critiquer le proche aidant, quoi qu'on puisse interpréter là, les petites bulles de manière différente. Donc, il a l'air d'avoir besoin d'aide, ce n'est pas de nos affaires, c'est son choix. Donc, on pourrait aussi discuter longuement juste sur ce petit point-là. Donc, qu'est-ce que l'entourage, comment l'entourage réagit, etc. Et on a un entourage ici qui est plus soutenant. Donc, une dame qui applaudit, on voit un petit cœur, donc elle a beaucoup d'amour ou d'affection. Par rapport au proche aidant qui est dans son parcours, et un autre qui lui offre des fleurs, et donc un entourage qui accompagne ou qui aide. Et on a nos aidés, donc celui qu'on disait tantôt qui peut être un aidé, mais à la fois aussi un aidant, donc qui peut être difficile ou en tout cas mal commode. On a une autre aidée qui semble coopérative. Il y a un aidé ici qu'on peut interpréter de façon différente qui semble un peu passif, qui écoute les consignes là, des professionnels, là, les mains dans les poches. Peut-être, bon, on peut interpréter ça de façon différente également. Donc, et le reste, il y a quelques éléments aussi dans la fiche dont on peut se servir là, pour discuter. Par exemple, bon, des bâtons là, qui peuvent faire des obstacles, donc des branches d'arbres. On a un arrêt quelque part, donc qui peut nous permettre de discuter sur le concept d'arrêter, de prendre son temps, de prendre une pause, etc. Donc, la fiche aussi avec toutes les ressources. Donc, on peut discuter aussi longuement sur le sens de ça, donc les différents organismes qui sont autour du proche aidant, pour l'aider ou pas, dépendant, théoriquement pour l'aider, mais parfois on dirait que ce n'est pas le cas. On a un aire de repos qui est annoncé aussi sur la fiche, donc dans ce parcours-là. Est-ce que les aidants en profitent ou non? Bon, comment se passe toute cette étape-là faite de repos? Est-ce qu'ils l'utilisent? Est-ce qu'ils en ont besoin, etc. Et encore le trou qu'on avait vu tout à l'heure. Et évidemment, en dessous, les ressources là, qui étaient disponibles. Donc, la ligne Aide à but aîné, Info aidant et Info social. Donc, des endroits où les proches aidants qui sont victimes de maltraitance, qui se reconnaissent là, dans un parcours comme celui-là, pourraient appeler.
Donc, en fait, la fiche viendrait, comme je vous disais, avec un guide d'animation. Et par exemple, le guide d'animation est en construction actuellement. La fiche, elle est terminée, les dépliants qui vont avec sont terminés. Ce qui nous reste à faire, c'est le guide d'animation. Donc, on va présenter globalement la fiche, globalement ce qu'il y avait derrière, là, tout un peu les objectifs derrière la fiche. Et on va présenter aussi chacune des situations. Et on va proposer aux intervenants comment animer, en fait, à partir de la fiche. Il y aura plusieurs sections. Donc, une section, si on anime avec des aidants, si on anime avec des professionnels, si on anime avec des gens de l'entourage. Donc, l'intervention va être différente. Et là, si on est dans la section avec les proches aidants, par exemple, bien là, on va vous indiquer si vous voulez parler à des proches aidants à l'aide de la fiche, que vous voulez l'utiliser dans le cadre d'un groupe de discussion, d'un groupe de soutien, par exemple, qui a lieu pendant 2 heures. Donc, comment on pourrait l'utiliser. Si vous voulez faire ça dans le cadre d'une conférence, si vous voulez faire ça dans le cadre même d'intervention individuelle, à la limite. Donc, il y aura toutes sortes d'indications pour comment l'utiliser selon le temps dont on dispose et selon comment on est organisé, là, si c'est une conférence versus un petit groupe de 6-7 proches aidants dans le cadre d'un groupe de soutien. Évidemment, l'animation est quand même différente. Donc, un exemple de ça, par exemple, il y aurait ce bout d'affiche, donc cette situation-là, de cette proche aidante-là, et on dirait, par exemple, comment interprétez-vous la situation de Maude? Vous reconnaissez-vous dans cette situation? Qu'est-ce que cette image nous dit de son parcours de proche aidante, ses difficultés? Maude est-elle bien outillée pour entreprendre son parcours? On voit aussi qu'elle est en talons hauts, donc avec son casque de construction. Donc, tu sais, parfois, on est mal outillé ou on n'a pas les bons outils au bon moment pour bien aborder son rôle. Qu'est-ce qui pourrait être de la maltraitance dans une situation comme celle-là? Comment Maude pourrait-elle assumer son rôle dans un contexte de bientraitance? Et si on pouvait déplacer des personnages ou modifier l'image ou changer quelque chose à sa situation, ce serait quoi? Donc, ça serait des exemples comme ça qui vous permettent, quand vous êtes avec un groupe de proches aidants ou dans le monde d'entourage ou d'intervenants, peu importe dans quel contexte vous utilisez. Donc, vous êtes capable de vous servir de la fiche et vous avez des exemples de questions. Donc, selon le temps dont vous disposez, vous pouvez prendre qu'une question de ces questions-là. Vous pouvez prendre une question par image et aborder 7-8 éléments différents. Donc, on avait au moins 7 proches aidants, mais aussi d'autres situations d'entourage et tout ça. Donc, on peut cibler 10 mises en situation si on veut avoir une seule question par mise en situation. Comme on peut choisir de prendre une seule mise en situation et poser 10 questions. Donc, il y a plusieurs façons, en fait, d'utiliser la fiche. Et donc, ça sera bien discuté là, dans le guide d'animation qui vous permettra de vous accompagner, en fait, pour l'utilisation de cet outil-là. Donc, finalement, je remets la fiche en gros pour que vous puissiez voir, parce qu'on a vu les petits bouts, là, pour que vous puissiez la revoir dans son ensemble là, pour constater tout ça. Donc, l'idée, c'est vraiment là, que ça soit utilisé, que ça soit adaptable selon la clientèle à qui on s'adresse, selon le temps dont on dispose, selon qui on est comme personne qui fait la présentation. C'est sûr que si on est travailleur social, si on est médecin, si on est médecin, je ne pense pas qu'ils vont utiliser cette affiche dans le cadre de leur consultation, mais peu importe le professionnel qu'on est, le temps dont on dispose et tout ça, on peut avoir des façons différentes, en fait, de l'utiliser. Donc, je suis allée un petit peu rapidement. Je voulais absolument garder du temps pour les questions parce que vous êtes nombreux. Donc, si c'est clair, en fait, ce que je vous ai exprimé, on pourrait être prêt pour des questions. Merci, Madame Etier. Je me permets peut-être juste un commentaire là, avant que la période de questions commence. Je viens de lire, en fait, le document du Comité national d'éthique sur le vieillissement. Oui. Et sur la proche aidance. Et en fait, on dirait que tout ce que ces travaux-là viennent vraiment prendre sens, en fait, après cette lecture-là. Tout ce qui est le travail de la bientraitance, de la bienveillance. Donc, merci énormément d'avoir fait ça. Pour ceux qui veulent poser des questions, parce que je suis sûre que vous en avez quelques-unes, vous pouvez le faire dans le clavardage en vous adressant là, à tous, ou vous pouvez directement peut-être lever la main là, pour que je puisse ouvrir votre micro.
Déjà, dans le clavardage, j'ai un commentaire de Mme Noua Bengayen. Excellente présentation. Merci pour tous ces outils. Comment est-il possible d'y avoir accès dans un but de sensibilisation et de formation, aussi par rapport aux droits d'auteur et d'utilisation? Bon, là, on est comme rendu là. Les outils sont en train d'être finalisés. Comme je vous disais, là, on est rendu au guide. Comme le projet est en collaboration avec le RANC, le Regroupement des aidants naturels du Québec, c'est eux qui vont s'organiser pour diffuser en fait les outils. Donc, ça va être probablement sur leur site, soit qu'on va faire une section spéciale là, pour ces outils, mais les choses seront déposées là et donc il sera possible d'y avoir accès facilement et rapidement. Et donc, la fiche sera en version PDF que vous allez pouvoir downloader là, sur votre ordinateur, télécharger sur votre ordinateur et pouvoir éventuellement l'imprimer en format que vous le souhaitez. Même chose pour les dépliants et tout ça. On aura quelques versions papier. Là, dans la prochaine année, on va aussi organiser un forum. On n'a pas encore de détails sur ça. Là, je ne peux pas en parler trop et l'annoncer, mais on va prévoir un événement en fait de diffusion qui permettront de distribuer quelques documents papier. Mais c'est sûr que ce n'est pas praticable. On veut que ça soit que les gens partout au Québec puissent l'utiliser. Donc, c'est sûr qu'il faut que ça soit disponible là, via les plateformes. Là, et ça sera sans doute sur le site du RANC. Donc, pour répondre en 2 mots à la question. Oui, mais je savais que celle-là allait s'en venir. Donc, si jamais vous voulez, là, au niveau du lancement, publiciser, là, vous savez que vous pouvez aussi utiliser une communauté pratique. L'autre question de Mme Annie Dionne est un peu dans le même sens. Bon, est-ce que vous avez un délai de quand le guide pourrait être disponible? Est-ce qu'on sait un peu un horizon? En fait, dans le meilleur des cas, l'objectif est pour l'automne. Si tout va bien, ça devrait être prêt à l'automne, mais c'est sûr que notre projet de recherche se termine en décembre, donc on aimerait finir dans les délais. Donc, c'est pour ça que je dis l'automne, ça devrait être ça. Notre budget, on a toujours une petite extension là, pour dépenser les sous jusqu'au mois de février. Là, fait que je vous dirais qu'au plus tard, en fait, dans un an, c'est sûr que tout est fait, mais on aimerait que ce soit fait cet automne. Donc, parce qu'idéalement, dans le cadre d'un événement comme un grand forum qu'on voudrait faire, puis si on veut diffuser, évidemment, il faut que ce soit prêt. Là. Donc, ça s'en vient. C'est pas loin, mais c'est ça, il reste encore à travailler sur le guide. Là. Puis, est-ce qu'il y a Mme France Godet qui demande s'il y a une version anglaise de la boîte à outils? Actuellement, non, mais on l'a prévu en fait. Donc, ça va venir une fois que le document, tout va être vraiment fait en version finale. On a prévu une traduction. Donc, la fiche, c'est pas compliqué. Il y a juste un titre à traduire ou quelques mots à l'intérieur dedans. Là, ça, c'est pas compliqué. Et on a les dépliants. Donc, les dépliants seront traduits, c'est sûr. La fiche va être traduite. Le guide, je suis moins certaine parce qu'on ne sait pas encore quelle grosseur aura le guide. Et évidemment, si c'est 100 pages, 50 pages, je ne sais pas combien, on va essayer que ce soit un guide là, facile à consulter, pas trop long, mais évidemment, la traduction, on connaît les coûts de traduction mais c'est sûr que les dépliants et la fiche vont être traduits. Ça, c'est simple et ce n'est pas très coûteux. Donc, ça, c'est sûr que oui. Parfait, merci. J'en profite là, juste pour, je vois que la salle commence à se vider. On a diffusé dans le clavardage là, pour tout le monde un sondage d'appréciation. Ça nous permet à nous là, de faire des réajustements. On envoie aussi les données aux conférenciers. Puis donc, ça vous prend quelques petites minutes là, avant de quitter là, totalement. Madame Isabelle Germain, ça allait un peu dans le même sens. Qui pourra avoir accès au guide d'animation? Est-ce que ça va être diffusé sur le site du regroupement, mais est-ce que justement n'importe qui peut y avoir accès? Oui, en fait, l'idée, c'est vraiment, nous, on ne peut pas, là, ça fait une année et demie, là, même qu'on a des résultats. Ça fait 1 an là, que je me promène partout au Québec, je fais plein de conférences, mais à moi tout seul, je ne peux pas diffuser ça. Là. Donc, c'est sûr qu'il faut absolument que les gens s'approprient et c'était le but d'une recherche-action qu'on a conçu, en fait, depuis le tout début avec des intervenants qui sont impliqués depuis le début au niveau de la validation, au niveau de la cueillette de données, tout ça, pour que les gens s'approprient vraiment l'outil. Et c'est ce qu'on souhaite, c'est qu'une fois que ça va être disponible, que tous les intervenants l'utilisent. C'est clair, puis on va vous donner les outils que vous puissiez, donc le guide d'animation pour pouvoir l'utiliser, mais après, bon, sur le terrain, vous en faites ce que vous voulez. Là, en guillemets, l'important, c'est que l'information circule et c'est vraiment de sensibiliser au phénomène de la maltraitance dans le contexte de la proche aidance, mais c'est que ça sensibilise également à la proche aidance tout seul parce que
ça a beaucoup sorti dans notre cueillette de données que les gens disaient, mais il faut d'abord reconnaître qu'on est proche aidant avant de se reconnaître comme étant maltraité. Donc, c'est aussi, ça vise aussi à reconnaître le rôle de proche aidant au sens large. Donc, ça peut être utilisé très largement et on souhaite que ça soit utilisé largement. Donc, on va faire en sorte que ça soit disponible et oui, vous pourrez l'utiliser dans vos conférences, dans vos formations, dans vos entrevues individuelles. Oui. Donc, ça circule. Oui, c'est ça. Autre question ici. Le mot que l'on entend le plus souvent chez les proches aidants est la culpabilité. Comment pouvons-nous travailler sur la culpabilité en utilisant votre outil? Cela peut amener sur le sujet, mais comment on le fait? Bon, ça va être dans le guide d'animation. Et donc, la culpabilité, c'est dans l'élément de la maltraitance provenant du proche aidant lui-même, donc l'auto-maltraitance. Et donc, le guide sera organisé d'une manière pour qu'on puisse utiliser chacune des situations, là, les bonhommes là, 1 à 7, mais aussi en lien avec chacune des manifestations de la maltraitance qu'on a vues plus tôt. Donc, c'est sûr qu'il comme il y aura un élément sur la culpabilité, donc la culpabilité sur l'auto-maltraitance des proches aidants. Donc, c'est sûr que la culpabilité va revenir dans plusieurs de ces situations-là et ça va être abordé là, dans les questions de discussion là, qui vont aider pour guider là, vos animations. Là. Tout à fait. J'ai une autre question de Mme Noua Bengayen. Au-delà de sensibiliser les proches aidants à la maltraitance, qu'ils subissent, en sont-ils conscients et prennent-ils par la suite des actions concrètes pour y mettre fin, notamment dans les données récoltées dans les entrevues individuelles et dans les groupes de discussion? Est-ce que vous avez remarqué là, dans votre collecte de données que les proches aidants prenaient vraiment action là, par rapport à... En fait, ça nous a même étonnés parce qu'au début, je pensais qu'on aurait de la difficulté à trouver, premièrement, des proches aidants qui sont maltraités. Et dans les entrevues, ça a été assez facile, en guillemets, malheureusement, de trouver des personnes. Donc, les gens se sont identifiés comme tels. Et quand on a fait les groupes de discussion, j'avais les gens qui venaient au groupe de discussion étaient des proches aidants ou des ex-proches aidants. Mais il n'y avait pas comme critère d'avoir été maltraité. Là. Fait que, ça se pouvait qu'ils n'aient jamais vu cette situation-là ou jamais été conscient de ça. Et je m'attendais à ce qu'au début, on soit obligé de faire une longue introduction, puis les convaincre, entre guillemets, que la maltraitance envers les proches aidants existe. Mais non, ça commençait dès le départ. On donnait la première phrase, les gens, ils sont venus. Pour ça, ils avaient vu le thème du groupe de discussion et ça partait là, tout de suite. Tout le monde avait un exemple de soi-même à raconter ou de quelqu'un qui connaît. C'est étonnant. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, que ça soit aussi... et à mesure qu'on avançait, on se disait, mais ça montre tellement que la pertinence, en fait, de travailler sur la maltraitance envers les proches aidants, parce qu'on n'a jamais entendu parler avant. Au Québec, personne ne parle de ça. Et pourtant, quand on s'installe avec des gens et qu'on aborde le sujet, ça sort comme si c'était quelque chose d'évident. Et donc, on se disait, comment ça se fait? C'est quoi cet écart-là entre ce qu'on entend dans les groupes et ce qu'on entend dans la société? Là? Fait que je pense, les gens ne l'avaient pas forcément nommé comme ça, mais on dirait que ça faisait du bien de le nommer. Et il y a quand même des proches aidants qui ont pris conscience du fait qu'ils sont finalement maltraités à l'intérieur de la discussion, pendant la discussion. Ils n'avaient pas identifié nécessairement ça au départ. Puis nous, on n'imposait rien. Là, on demandait dès le départ aux gens, c'est quoi pour vous la maltraitance envers les proches aidants? Puis là, ça sortait du groupe directement. Il y en a quelques-uns qui ne parlaient pas, qui écoutaient les autres. Puis plus la discussion avançait, plus ils se rendaient compte, ben oui, j'en suis. Puis ils n'avaient pas réalisé ça au départ. Ils venaient pour discuter de ça sans savoir qu'ils, finalement, en font partie. Donc, étonnamment, malheureusement, c'est le cas. Avec les intervenants, c'était la même chose. J'avais peur que les gens disent, ben non, la maltraitance envers les proches aidants, on ne voit pas ça. Puis ça sortait là, très vite, très rapidement dans tous les groupes. Donc, malheureusement, c'est là. Puis c'est ça, on en parle. Il y a une question de Mme Tremblay qui demande les façons d'avoir du suivi. Dans le fond, ça serait peut-être avec le regroupement qui va publiciser lorsque ce sera... Oui, c'est sûr. Puis c'est sûr qu'on va annoncer le forum un peu partout. J'imagine, selon où les gens travaillent, ils vont probablement recevoir l'information. Donc, dans tous les réseaux qu'on a, là, les tables de concertation sur les proches aidants, les tables en maltraitance, que ce soit dans les CIUS. En tout cas, on va publier des informations sur le forum, des
informations sur les outils. Et on souhaitait également, on a rencontré Mme Blais il y a un an avec la fiche qui était à l'époque, pas cette version de la fiche, mais ça, c'est la version numéro 13. Donc, dans la version peut-être 6-7, là, on a rencontré Mme Blais et elle était très contente et elle aimait beaucoup l'idée. Donc, en tout cas, elle a comme dit qu'elle voudrait faire quelque chose avec ça aussi. Donc, c'est sûr que si Mme Blais adopte le projet et adopte, c'est elle qui le finance d'ailleurs. Donc, si elle adopte en fait la fiche puis qu'elle peut inclure ça quelque part dans son plan d'action, dans la politique, ça pourrait évidemment nous aider à diffuser cette information-là. Céline, il y a quelqu'un qui a levé la main. Alors, on pourrait l'inviter à parler. Alors, son micro est activé. Vas-y, allez-y, mais CA. Allez-y. Est-ce que vous pouvez parler, CA? On ne vous entend pas bien. Est-ce que vous pouvez essayer de parler? Montez le son peut-être de votre micro. On ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez écrire votre question dans ce cas-là dans l'outil Converser, s'il vous plaît? Cependant, il y a une question de Maude Vient qui est est-ce que la récension des écrits présentés sera ou fera l'objet d'une publication? Oui, en partie, il y a un article là, qui est actuellement sur le point d'être publié. Il y a 2 articles en fait qui s'en viennent sur ce projet-là, donc qui sont en évaluation. Donc, ça s'en vient, oui, sous peu. Et il y a un rapport de recherche aussi qui va être plus large, évidemment, que ce qui est dans les articles, parce que les articles, on est très restreint là, dans le nombre de pages. Et le rapport de recherche sera évidemment disponible aussi sur le site du RANC. Et c'est sûr que les gens pourront toujours m'écrire. C'est sûr que je ne voudrais pas que des milliers de personnes m'écrivent, là, mais en tout cas, vous autres, là, les 100 quelques personnes qui étaient là aujourd'hui, je pourrais vous envoyer moi-même les choses si vous n'arrivez pas à les trouver. Mais le rapport n'est pas encore tout à fait prêt. Les articles ne sont pas encore publiés, donc ils ne peuvent pas être diffusés tout de suite, mais ça s'en vient. Non, j'ai plus un commentaire. Merci d'avoir pensé à harmoniser le terme bien-traitance, puisque c'est ce qui est également le concept que les PAM, PAM, pour contrer la maltraitance envers les aînés. Quelquefois, on entend bienveillance ou bienfaisance sans se préoccuper de l'harmonisation des concepts, créant plus d'interrogations que d'autres choses. Donc, c'est vraiment comme un remerciement d'avoir harmonisé ce terme-là dans vos recherches. Non, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant, à moins que quelqu'un lève la main ou que monsieur ou madame CA puisse... Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait clore pour le moment. Madame Etier, est-ce que vous avez un mot de la fin? En fait, non. Juste encore une fois, merci d'être là. Évidemment, on compte sur vous, les intervenants, les gestionnaires, pour justement propager la bonne nouvelle. Donc, plus ça sera utilisé, mieux ce sera. Donc, on essaie vraiment là, de concevoir des choses qui puissent être utiles dans la pratique. Sinon, moi, je pense que la recherche, ça ne sert à rien là, si ce n'est pas directement utilisable là, dans la pratique et pas dans 5 ans. On veut que ça soit utilisable rapidement. Et donc, ça sera le cas dans quelques mois. Et déjà, ça fait un bout de temps là, que je fais des conférences pour expliquer plus en détail. J'ai été un peu rapidement avec les résultats de l'étude, tout ça, et j'en ai 10 de programmés dans les prochaines semaines et j'en ai déjà fait 10 l'année passée. Donc, je pense que les gens sont intéressés et on sera toujours intéressés aussi à se déplacer dans les milieux, dans les régions même, pour aller présenter ça. Bien, moi, je veux vous applaudir parce que vraiment, c'est du genre de travail qui fait la différence probablement sur le terrain. Donc, merci, Madame Etier, de faire ce métier, de faire ces recherches et de les partager avec nous. Un énorme merci. Pour l'invitation, et je dois dire que c'est une recherche-action. En fait, vraiment, on l'a conçu avec les proches aidants puis avec les intervenants. Et je pense que c'est pour ça que ça a une bonne résonance. C'est parce que c'est pas conçu là, dans une université, dans un bureau, là, par des gens qui réfléchissent à ça, mais c'est vraiment conçu par et avec des gens qui travaillent vraiment sur le terrain, dans le domaine. Donc, je pense que c'est ça qui nous permet de rester connectés aussi avec les besoins des intervenants. Là.
Merci, ça fait la différence. Pour l'invitation. Donc, pour ceux qui veulent peut-être propager encore plus la bonne nouvelle, ils peuvent le faire de vive voix, mais il y a un enregistrement là, du webinaire qui va se faire, qui est en train de se faire. Et donc, ça va être disponible là, sur la communauté de pratique pour ceux qui sont intéressés à continuer là, de parler de ça. Donc, avant de quitter, je vous invite toujours là, à répondre à nos sondages et je vous invite pour notre prochain webinaire de la communauté de pratique aînée. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de vos questions, merci de votre présence, même si elle était virtuelle. En tout cas, on vous sentait là, dans la salle bien présent. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée.